Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Libre Ensemble, Vinciane Colson, Jacques Nizan. Donner une voix aux enfants, écouter leurs paroles, les écouter vraiment, sérieusement, c'est son mot d'ordre depuis qu'il est devenu délégué général aux droits de l'enfant. C'était en 2008, il y a 14 ans. 14 ans au service des enfants, 14 ans à défendre leurs droits avec la même vigueur, que ce soit dans la rue, dans les écoles, dans les cénacles politiques ou dans les camps de réfugiés en Syrie. Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir celui qui est le garant de la Convention internationale des droits de l'enfant en Belgique francophone. Bernard De Vos, bonsoir. Bonsoir. Alors vous allez bientôt quitter votre poste après 2 mandats. Quel est votre sentiment aujourd'hui et dans quel état d'esprit finalement allez-vous quitter cette fonction ? C'est évidemment un peu partagé parce que la défense des droits de l'enfant, c'est un combat sans fin. J'espère avoir honoré ceux qui m'ont nommé, honoré les enfants qui ont participé à une série de projets. Moi, j'étais ravi d'entendre que vous avez cité le fait que j'ai essayé de valoriser leurs paroles. Mais le chantier reste énorme et donc on a toujours envie d'aller encore un peu plus loin. Il y a plein de sujets sur lesquels je trouve qu'on aurait pu aboutir, on aurait pu aller plus loin. Je pense notamment à la question des enfants migrants. Je pense aussi aux violences dites éducatives ordinaires où on chipote, on patauge tout le temps, des domaines sur lesquels j'aurais aimé qu'on soit un peu plus avancé. Mais oui, voilà, c'est juste ce constat que les droits de l'enfant, c'est un cercle vertueux dans lequel il faut essayer d'intégrer l'ensemble de la société et c'est un travail permanent qui ne se termine pas avec un mandat de quelqu'un. Je suis certain que celui ou celle qui me succédera aura à cœur de toujours développer ce projet-là et je rappelle toujours que l'institution du délégué général, effectivement, sa fonction, c'est de défendre les enfants, défendre leurs droits et leurs intérêts supérieurs, mais ça ne se fait pas au sein d'une institution, ça se fait en lien avec une série d'associations, avec une série d'acteurs de la société civile, sinon c'est perdu d'avance. Oui, eux, ils sont toujours bien là. Alors, on va revenir sur certains points que vous avez mentionnés, les mineurs étrangers non accompagnés, les violences ordinaires et les violences éducatives ordinaires. Mais est-ce que quand même, en 14 ans, vous avez constaté une évolution ? Est-ce que vous avez l'impression que les droits de l'enfant, ils sont aujourd'hui enfin vraiment pris en compte à la hauteur de l'enjeu, j'ai envie de dire ? Je vais être honnête, non. J'ai le sentiment qu'en termes de participation, en termes d'expression, en termes d'information des jeunes par les adultes, etc., j'ai l'impression qu'il y a eu un progrès. Mais dans beaucoup de secteurs, dans beaucoup de domaines, je vois des statu quo qui je trouve extrêmement coupables. Un simple exemple en matière d'enseignement, et donc ça n'incrimine pas les personnes qui travaillent, les enseignants, les acteurs des CPMS, les directions d'école, même le personnel d'entretien. Toutes ces personnes font souvent le maximum de ce qu'elles peuvent faire, mais le système ne permet pas finalement d'avoir une égalité, et je préfère employer le terme d'équité. Les inégalités scolaires sont souvent la pire reproduction des inégalités sociales, et donc c'est un domaine parmi tant d'autres où on a des progrès à faire colossaux. Donc oui, vraiment, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent encore être améliorées. Alors, on l'a dit, vraiment une des particularités de votre mandat, ce qui vous a motivé, en tout cas, c'est de donner une voix aux jeunes. Alors, vous avez notamment lancé le projet Parlons Jeunes. Alors, je vous propose d'écouter une séquence de ce Parlons Jeunes. On va écouter des enfants qui nous parlent justement des violences éducatives ordinaires. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel comme d'hab. Pour ceux qui n'étaient pas là à la dernière fois, je m'appelle Baptiste et j'ai 10 ans. Coucou, je m'appelle Justine, j'ai 10 ans. Et moi c'est Ulysse et moi j'ai 12 ans. Yo tout le monde, moi c'est Safia, j'ai 10 ans. Et ouais, j'espère que vous vous souvenez de moi. L'actu du défenseur des enfants sur YouTube. Est-ce que la violence est toujours physique ? Je pense pas, parce que je pense que ça peut aussi être verbal, tu vois. Genre avec des mots. Ouais, ils peuvent aussi dire t'es bête, t'es nul. Elle est pas que physique, elle est aussi psychologique, la violence. Ouais, ou imagine tu vas en stage et ton professeur, imagine de sport, il te dit t'es nul, t'es une grosse nouille, ça peut aussi être ton éducateur qui te fait de la violence, quoi. C'est pas du tout acceptable qu'un adulte frappe un enfant parce que on peut utiliser d'autres manières les mots, de nouveau sans être grossier, et expliquer la bêtise et dire aussi comment la prochaine fois tu pourras faire
pour que ce soit mieux. La violence, ça pourrait pas faire partie de l'éducation parce que, c'est pas chouette. Même la personne qui le dit, je parie, elle se sent assez coupable. Après, les enfants, ils sont souvent traumatisés et non éduqués quand on leur dit ça. Et après, du coup, si eux, ils deviennent parents, ils peuvent refaire la même bêtise. C'est un cercle vicieux. Voilà, t'as tout compris. Alors, j'aime beaucoup cette fin. Une réaction, Bernard DeVos, par rapport à ces paroles d'enfant? Mais elles sont riches, je veux dire, et plus, finalement, on pense toujours que donner la parole aux enfants, ça ne commence qu'à un certain âge. Après 12 ans, ils peuvent s'exprimer ici, ils n'ont pas 12 ans ou tout juste. Mais plus ils sont jeunes, moins ils sont pris par la censure, l'autocensure, plus ils sont naturels. Et donc, sur ce qui les concerne, ou même sur ce qui ne les concerne pas directement, ils ont souvent des avis extrêmement intéressants, parfois tranchés, et qui peuvent nous aiguiller, nous aider. Vous demandez à un gamin de 5 ans ce qu'il pense sur son environnement direct, il va pouvoir vous donner des indications précieuses sur ce qui est bon pour lui. Mais si vous lui demandez à un gamin de 5 ou 6 ans ce qu'il faut faire avec des personnes âgées dans les maisons de repos, il vous donnera aussi certainement des pistes précieuses. Et donc c'est vraiment l'idée que j'ai voulu défendre depuis le début de mon mandat, de donner la parole aux enfants et leur donner, j'ai envie de dire, prendre leur parole, pas au mot mais au sérieux, pas simplement leur tendre un micro et dire qu'est-ce que tu penses d'eux, mais les aider à construire une parole collective, une parole j'ai envie de génération. Et ça c'est quelque chose qui m'a poursuivi pendant tous mes 2 mandats. Et c'est pas d'ailleurs très original dans le sens où la Convention de 89, dont j'assure la défense en communauté française, elle n'est pas très très originale par rapport à d'autres textes internationaux qui prévalaient à cette Convention. Il y avait déjà, on reconnaissait déjà aux enfants avant 89 le droit à avoir une famille, à être alimenté correctement, à avoir un toit, etc. La Convention de 89, elle amène ce droit très contemporain à l'époque de droit d'expression, droit de participation. Et ça, c'est quelque chose quand même où on peut encore faire, on a encore des bonds en avant à faire énormes ce secteur-là, mais effectivement, j'ai toujours eu à cœur et j'en suis assez content de mettre en valeur la parole des enfants et des jeunes. Alors, on vit aujourd'hui une période de crise, je pense entre la crise sanitaire, la guerre en Ukraine, la hausse des prix de l'énergie, la crise est partout. Comment les jeunes et les enfants vivent-ils cette crise? Est-ce qu'ils la vivent comme les adultes? Est-ce qu'on la vit de la même manière? Et quels outils on peut leur donner pour mieux appréhender ces crises? Bah oui, ils la vivent, à mon sens, de la même manière. Je pense que, vous savez, on dit souvent que les enfants sont des éponges. Et effectivement, le stress ambiant, les angoisses, les craintes que les adultes peuvent raisonnablement avoir par rapport à l'avenir, forcément, ça percole dans les générations plus jeunes. Je pense que, de nouveau, les inviter à les informer correctement dans un premier temps. Et je regrette qu'on ne l'a pas fait, notamment pendant la crise sanitaire. Je l'ai regretté à plusieurs reprises. Le gouvernement s'est adressé pratiquement à tous les corps de métier de la population, en commençant par les soignants, c'était bien légitime, mais on a parlé aux coiffeurs, aux esthéticiennes directement, on n'a jamais eu une parole directe. Et je sais que la ministre de l'Éducation, Caroline Désir, un jour, dans un interview à RTL, a voulu s'adresser directement dans le blanc des yeux aux enfants et aux jeunes. Elle a été très vite reprise par l'oreillette de la présentatrice qui dit « on revient à quelque chose de plus conventionnel ». Et pourtant, je regrette qu'on n'ait pas été plus direct et je regrette je voudrais que pour la suite, pour les nouvelles crises qu'on s'apprête à affronter, dans lesquelles on est d'ailleurs, dans lesquelles on baigne déjà, on soit plus attentif à donner vraiment la parole aux jeunes et leur demander comment eux envisagent, pour eux et pour la société, d'amoindrir l'effet de ces crises qui succèdent depuis un bout de temps. Et je pense qu'on ne l'a pas assez fait et je pense que ce n'est pas encore entré dans la réflexion des responsables politiques parce que à plusieurs reprises, j'ai fait le reproche à des responsables politiques de premier plan de ne pas s'être adressés directement aux jeunes. Ils m'ont tous répondu, mais on fait tout ce qu'on peut pour les jeunes. Et la question n'était pas là. Bien entendu, l'intention était de garder les écoles, de faire en sorte que les enfants aiment bien et personne n'a voulu le mal de nos enfants, c'est pas la question. Mais il faut le faire avec eux et il faut le faire en s'adressant à eux directement, qu'il y ait une parole collective. Sinon, on se retrouve avec beaucoup de gamins qui vont individuellement déposer leurs souffrances dans des cabinets de psy à gauche et à droite et c'est pas normal. Il faudrait quelque chose un discours politique qui s'adresse directement à eux, qui les conforte, qui les rassure un minimum, même si les difficultés sont énormes et qu'il ne faut pas biaiser, il faut accepter de dire les choses comme elles sont, mais directement avec des mots qu'ils peuvent comprendre et avec leur langage et leur code culturel. On va rester sur cette question de la santé mentale des jeunes, puisque notre collègue Pierre Skonbrod est en train de préparer un reportage justement sur cette question du décrochage scolaire, de la santé mentale des jeunes. Et il a rencontré plusieurs jeunes. On va d'abord écouter Luz, elle a 16 ans et elle est en décrochage et en dépression. Elle ne sait pas si elle pourra retourner à l'école un jour.
Je serais incapable d'y retourner parce que j'ai totalement perdu la notion d'apprentissage et de plaisir d'apprendre des choses simplement à l'école. Parce que j'avais très bien en primaire, j'aimais bien aller à l'école, les récrés c'était chouette. Et on apprenait des choses, c'était intéressant, alors que là, ce n'est plus qu'un endroit où on nous évalue, on nous demande de faire des bons points. Et en fait, on apprend juste pour réussir l'interrogation et les examens. Mais je pense que ça a commencé un peu vers avril 2021, genre quand on était en hybride. Parce que du coup, moi, j'écoute en classe, j'enregistre et je retranscris. Mais en hybride, quand on était à la maison, j'écoutais rien et je faisais rien. Parce qu'on avait genre 8h, 16h devant l'ordi. Du coup, moi, je faisais autre chose en attendant parce que je savais pas rester concentrée. Juste, quand on pense niveau scolaire, je pense que l'hybridation, c'est la pire chose qui a été créée sur Terre. Hein. Il y a des gens, ça a beaucoup arrangé parce qu'ils restent dans leur lit. Moi, c'était la pire invention qu'ils aient créée. Et déjà, j'ai du mal à suivre en cours devant un prof. Alors, tu me demandes de suivre derrière un écran. Je ne vais pas faire grand-chose. Après, on a pris aussi beaucoup par rapport à nos sorties, nos libertés. Les cinémas, ils sont fermés. Les lieux de rencontre, ils sont fermés. Les scouts, moi, c'était un truc, c'était tout pour moi. Ça a été suspendu pendant un moment. Quand on pouvait se voir, c'était en tout petit groupe, avec le masque. Les scouts, c'est pas ça. Les scouts, c'est être tous ensemble, c'est une grande famille. Quand on nous a dit qu'il y avait des camps qui pouvaient être suspendus, c'était la catastrophe. Nous, je sais, on se voyait entre nous, on se disait, mais non, ils peuvent pas fermer le camp, c'est le truc qu'on attend toute l'année. Dès que le camp d'avant, il est fini, le lendemain, on pense déjà au camp suivant. Je pense que sur notre génération, ça nous a empêchés de faire beaucoup de choses. Et c'est pas cool. Oui, c'est pas cool. C'est pas cool ce qu'on a fait aux jeunes. Non, c'est pas cool du tout. Et tout est dans ce reportage là. Donc ici, on est sur des adolescents, c'est pas des enfants, mais les adolescents particulièrement ont quand même fort souffert de la pandémie. Je veux dire, il faut savoir que l'école, c'est pas seulement un apprentissage, c'est un endroit où des jeunes se retrouvent naturellement entre eux, peuvent se réconforter l'un l'autre, peuvent se raconter des histoires, etc. Et donc ce côté, j'ai envie de dire relationnel, on l'a pratiquement découvert, entre guillemets. Et donc je pense que avoir été, c'est les plus belles années de leur vie, où on est fan de découverte, on va multiplier les expériences à gauche et à droite, tout ça a été stoppé de manière assez brutale. Et j'ai toujours regretté que la reprise ait été aussi brutale. Et donc la reprise, elle s'est mal passée. Moi, j'ai à plusieurs reprises recommandé, après ce qui passera sans doute dans l'histoire comme étant le grand confinement, qu'on ne recommence pas directement à l'école, mais qu'on recommence avec des acteurs de l'éducation informels, non formels, avec des cultureux, des théâtreux, des vidéastes, des cinéastes, des acteurs, pour venir recréer du lien et permettre à tous ces enfants et adolescents qui avaient été reclus chez eux, dans des familles parfois dans des conditions difficiles, d'avoir un espace de parole, de dialogue, pouvoir recréer du sens commun avant de recommencer les apprentissages. Et là, on a fait au contraire, on a remis des matières pour rattraper le temps perdu. Ce temps, on aurait pu le laisser filer plus doucement et d'abord penser à cette question qui est essentielle, indépendamment de la pandémie ou des catastrophes qui nous agressent pour le moment. Si je dois stigmatiser ce qui ne va pas à l'école, les jeunes disent c'est le climat, c'est l'ambiance. Et on n'est pas assez attentif à ça. Et le climat, c'est plein de petites choses. C'est effectivement des moments de parole, des moments d'expression où on peut dire des choses. C'est la propreté, le côté convénient des toilettes, qui est aussi un vrai souci. Ces petites choses-là, entre guillemets, elles sont énormes et on n'en prend pas suffisamment soin. Oui, on a l'impression parfois que l'école considère les jeunes comme de simples élèves et non pas comme des êtres humains. Je reprenais ça, j'avais entendu ça à une conférence, je trouvais que c'était assez juste. C'est tout à fait vrai, et tout le débat sur la démocratie à l'école, c'est ça aussi. C'est comment permettre à des enfants et puis à des adolescents, dans une structure qui n'est pas une démocratie. Hein. Donc l'école, c'est pas une démocratie, on n'y va pas comme on veut, etc. Ça reste une contrainte, mais comment au moins faire en sorte que ce soit acceptable, que la parole circule. Vous savez, on parle beaucoup de difficultés, de comportements agressifs, de harcèlement, etc. J'ai l'intime conviction que les écoles qui travaillent sur des pédagogies actives où des espaces de parole sont multipliés par rapport à d'autres écoles, ces écoles vivent des situations de harcèlement, mais moindres. Parce que dès qu'il y a un souci relationnel, on essaie de le discuter, de le mettre en débat avec les jeunes et de responsabiliser, entre guillemets, l'ensemble des collectivités scolaires autour d'un phénomène qui est malheureusement très fréquent et de plus en plus présent dans les écoles.
Alors, on le sait peut-être peu, mais donc vous êtes éducateur au départ, vous avez dirigé une AMO avant, donc une association en milieu ouvert donc pour les jeunes. Vous êtes aussi islamologue. On parlait d'école. Quel regard vous portez sur alors ce que certains vont considérer comme des discriminations, en tout cas sur on va dire les discriminations liées aux religions et qui touchent plus particulièrement les jeunes, que ce soit le droit d'avoir une religion, le droit de ne pas en avoir aussi. Mon regard est extrêmement dur sur le sujet. Je veux dire, moi, je parle franchement de discrimination. Ce sont des logiques d'exclusion qui sont pour moi insupportables. Il y a une grande corrélation en plus entre religion, immigration et pauvreté, précarité. Et on ne doit pas faire l'économie d'envisager ces questions-là de manière, j'ai envie de dire, regroupée. On doit pouvoir dire clairement que les enfants issus de l'immigration, à Bruxelles notamment, dans les grandes villes, ont des parcours extrêmement compliqués, viennent se greffer en plus le côté religieux. Mais je ne pense pas que le côté religieux est prépondérant, comme dans beaucoup de situations. Donc on a parlé beaucoup de départs de gamins au djihad motivés par des questions religieuses. Bien sûr, la religion a été présente, mais je crois qu'il faut avoir le culot de dire, c'est aussi les conditions de vie, c'est aussi les conditions socio-économiques dans lesquelles ces gamins vivent depuis 2, 3, 4 générations qui sont proprement scandaleuses. Et donc je pense qu'il ne faut pas hésiter à dire ça. Il ne faut pas hésiter à essayer de dénoncer l'apartheid scolaire. Il ne faut pas hésiter à dire qu'il faut progresser ces questions-là. Il ne faut pas hésiter à dire des écoles de tronc commun qui permettent à des gamins de ne pas être légués dans des filières scolaires qui devraient être des filières d'exception, mais qui sont devenues des filières de relégation. Ce n'est pas un tabou. Il faut pouvoir discuter de ces choses-là. Il faut pouvoir dire ça ne peut plus durer. Quand j'entends aujourd'hui que la communauté française continue à subsidier et à s'engager auprès d'écoles qui vont créer à l'horizon 2027, 2030, 2035 des écoles primaires et des écoles secondaires, alors qu'on a opté pour un tronc commun qui justement devrait contribuer à diminuer ce poids des inégalités, des iniquités sociales, mais aussi liées à la religion, liées au milieu socio-économique, etc. Je trouve ça proprement fou et disons les choses comme elles sont. Moi, je trouve ça scandaleux, quoi. Je veux dire, on s'engage sur un projet, un pacte pour un enseignement d'excellence. Alors, on peut le critiquer comme on veut, etc. Mais il opte pour le fait de dire les corps d'enfants vont continuer ensemble et il n'y aura pas de discrimination honteuse comme on le connaît dans l'enseignement qualifiant, dans l'enseignement professionnel, dans l'enseignement spécialisé aussi, où se retrouvent beaucoup de gamins qui n'ont rien à y faire simplement parce qu'ils sont issus de l'immigration. Donc la question religieuse, elle est là, mais elle est en dessous. Pour moi, ce n'est pas la principale question. Mais alors, quel levier vous avez, par exemple, vous, en tant que délégué général aux droits de l'enfant? Est-ce qu'il y a vraiment des leviers sur lesquels vous avez pu agir dans ce secteur-là? Simplement un peu de force de conviction. Je me suis mouillé, entre guillemets, en acceptant de présider un groupe de travail dans le cadre du pacte d'excellence. J'ai essayé de mobiliser toute une série d'énergie pour travailler autour d'une réflexion sur une école. Ce projet existe maintenant, une ESBL, sous forme d'ESBL, c'est l'école de tous, pour essayer de réfléchir à un modèle d'école qui pourrait justement permettre à des écoles qui voudraient se réformer un peu en profondeur, d'avoir des guidelines, d'avoir des idées, entre guillemets, pour ne pas faire un travail qui est extrêmement chronophage, de réflexion, etc. Donc, c'est pas du prêt-à-porter, mais en tous les cas, essayer de donner des idées, entre guillemets, concrètes et des moyens de faire à des écoles qui... Et beaucoup d'écoles sont dans cette situation-là, réalisent bien qu'on est quand même... C'est pas qu'on va dans le mur, on y est, quoi. Je veux dire, on y est. On voit bien que chaque année, le nombre de gamins en perdition, on a encore entendu dans le reportage, avec la crise qu'on a connue et celle qu'on s'apprête à connaître encore. Explosion de décrochage. Explosion de décrochage scolaire, renvoi, je veux dire, vers des psys de gamins qui, globalement, ne devraient pas avoir des problèmes dont ils souffrent. Alors, quand vous regardez dans le rétroviseur, est-ce qu'il y a vraiment une déception, un combat qui vous paraît inachevé, quelque chose sur lequel vous auriez aimé vraiment aller plus loin? Alors on voit la question de l'école, mais est-ce qu'il y en a d'autres? Ouais, clairement, les violences dites éducatives ordinaires, ça c'est vraiment une grande déception pour moi parce que je voudrais, donc de nouveau, soyons clairs, l'idée n'est pas de jeter l'opprobre sur les parents, les éducateurs, les éducateurs formels ou informels, donc les parents, les adultes qui entourent des enfants. L'idée n'est pas de les condamner, entre guillemets, pour des mauvaises attitudes pédagogiques, mais de dire, collectivement, de se doter d'un outil pour se dire non, on peut faire autrement. Et donc,
donc, je voudrais interdire, moi, au code civil, pas au pénal, pour faire en sorte qu'il puisse avoir une réflexion et puisse ouvrir des pistes de promotion d'autres attitudes éducatives qui sont plus respectueuses des enfants et des jeunes. Vous allez toujours entendre des personnes qui vous dire moi j'ai reçu des claques et je m'en porte pas plus mal, etc. Non, en gros, c'est pas bon et j'aurais aimé qu'on aille plus loin. Il y a d'autres situations qui me tracassent. Vous avez fait mention du fait que j'ai été dans des camps de réfugiés en Syrie pour essayer d'améliorer la situation des enfants. Il reste encore une vingtaine d'enfants là-bas. La Belgique a commencé... Des enfants belges, de mères belges. Voilà, nés de mères belges qui sont encore là-bas dans des camps de la honte. Hein. Ce sont des camps incroyables, quoi, je veux dire, dans lesquels les organisations humanitaires n'osent plus rentrer tellement la violence est forte. Et notre État accepte toujours que certains enfants soient là. Et donc, on n'a pas fait de retour collectif. C'est au cas par cas. Et c'est tout à fait... D'ailleurs, la Cour européenne a d'ailleurs condamné la France tout récemment pour ne pas avoir rapatrié ces enfants comme il devrait le faire. La Belgique aussi devrait s'inspirer de cette condamnation et ne pas tarder. Comment on l'explique d'ailleurs? Parce qu'il y a eu des retours. Il y a eu des retours qui ont été effectués. Il y a des enfants qui sont revenus. Comment on explique qu'il n'y a pas eu un rapatriement généralisé? Parce que le gouvernement a décidé, pour moi, avec beaucoup de sans bon sens, entre guillemets, d'analyser la situation de chaque mère en fonction de sa dangerosité, donc sur un aspect sécuritaire. Et donc, moi, j'ai toujours estimé que de toute façon, et je suis là tout à fait en accord avec l'ancien directeur de l'OCAM et avec le procureur fédéral, qui disait que finalement, de toute façon, quelles que soient les intentions de ces mères à l'égard de la société en général, il vaut mieux les avoir sous contrôle chez nous, en prison si nécessaire, que de les voir dans des camps qui sont devenus de véritables passoires dont elles peuvent s'échapper et arriver chez nous si elles voulaient avoir de noirs desseins à notre égard. Mais toutes les femmes, la grosse majorité des femmes que j'ai rencontrées, je ne les ai pas toutes rencontrées là-bas, étaient quand même des femmes qui sont parties très très jeunes, qui avaient fait un chemin dans leur tête en disant « Ok, j'ai déconné, je suis prêt à payer les pots cassés, je suis prêt à être détenu à mon retour, etc. Et je n'ai pas envie d'être séparé de mon enfant. » Et moi, j'ai toujours considéré que ces enfants sont incapables de se reconstruire chez nous en imaginant que leur mère continue à vivre l'enfer qu'ils ont vécu ensemble pendant plusieurs années. Donc voilà, je n'ai pas d'explication cohérente si ce n'est la crainte de l'opinion publique, la crainte sur un aspect sécuritaire, mais qui, à mon avis, n'est pas fondée. Autre dossier sur lequel vous êtes beaucoup investi et où on sait qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire, c'est les MENA, donc les mineurs étrangers non accompagnés. Depuis 2008, depuis votre arrivée donc, comme délégué général aux droits de l'enfant, leur nombre n'a cessé d'augmenter. Et encore, on sait qu'il y en a beaucoup qui passent sous les radars. Là aussi, alors il y a des choses qui sont faites. Il y a des centres qui sont ouverts. Il y a quelques mois, un centre Croix-Rouge qui a été ouvert. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Alors, c'est relativement simple. Hein. Donc, le problème, c'est que des mineurs étrangers non accompagnés, quand ils arrivent chez nous, la première chose qu'on a à leur égard, c'est de la méfiance. On va d'abord estimer, voir s'ils ne sont pas plus âgés, s'ils ne veulent pas tricher, etc. Donc, première approche, méfiance. Et puis après, lorsque des enfants qui arrivent chez nous donc, sont considérés comme étant mineurs et qui sont dans des conditions pour demander la protection internationale, ils peuvent rester chez nous, tout va bien. Mais, et s'ils ne sont pas reconnus dignes, entre guillemets, d'obtenir la protection internationale, ils peuvent rester sur le territoire, mais ils savent qu'à 18 ans, ils auront un ordre de reconduire, un ordre de quitter le territoire. Donc, ils ont un ordre de reconduire avant leurs 18 ans qui se transforme automatiquement en ordre de quitter le territoire. Et donc, c'est très compliqué pour ces enfants de se construire. Mais quand vous imaginez que si des gamins arrivent à 15 ans, qui vivent en Belgique de 15 à 18 ans, qu'ils vont à l'école, qu'ils ont un parcours scolaire parfois extrêmement brillant, qu'ils apprennent la langue, qu'ils apprennent la culture, qu'ils baignent et qu'à 18 ans, on leur dit « rentre chez toi ». Et donc, c'est là la vraie avancée. C'est que si on veut vraiment travailler correctement avec des mineurs d'âge, il faut travailler sur le statut et sur l'avenir. Sinon, on n'arrivera jamais à rien. Reste qu'on a une poche, entre guillemets, de gamins notamment des gamins qui viennent du Maroc, hein, donc sur les côtes méditerranéennes très proches de chez nous, qui arrivent chez nous, qui vivent dans des conditions indignes, parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas susceptibles d'obtenir la protection internationale, donc ils vivent dans les gares, ils ne la demandent pas, ils se cachent de la police, ils se cachent des services sociaux, et ils vivent dans des conditions extrêmement délétères. Ils sniffent de la colle, ils sniffent du white spirit, ils prennent des médocs, et ils passent parfois à l'acte
je veux dire, contrevenants, ils arrachent des sacs et compagnie, ils sont placés en IPPJ, ils ressortent, etc. Donc c'est vraiment, on est en dessous de tout. Là, on est en dessous de tout. On a quand même quelques centaines de mineurs sur lesquels on doit vraiment travailler, progresser. Et je reconnais effectivement qu'il y a eu des initiatives tout à fait productives et positives en la matière, mais elles sont insuffisantes. Oui, on les oublie, on cache, voilà, il y a encore vraiment quelque chose qui est caché, un phénomène vraiment caché. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais les mineurs eux-mêmes se cachent, c'est un peu ça la difficulté. Ils sont rétifs à l'accrochage, entre guillemets, avec des travailleurs sociaux qui sont de bonne volonté à leur égard, mais qui n'ont pas les moyens de faire un travail correct. Et donc, il y a une espèce de méfiance qu'il faut arriver à briser pour faire en sorte que ces enfants-là... Parce que quand on parle de mineurs étrangers de la compagnie, il y a quelques années, quand j'ai commencé à travailler, c'était plutôt un gamin de 16-17 ans, relativement costaud, qui arrivait chez nous. Et puis voilà, aujourd'hui, c'est des gamins de 12 ans. Hein, oui, voire plus jeunes, qui arrivent après des trajets complètement dramatiques et qui sont abandonnés eux-mêmes dans nos gares. Ou dans des squats infects, c'est pas raisonnable. Alors s'il y a bien quelque chose qui a aussi évolué en 14 ans et tout au long de vos 2 mandats, c'est toutes les technologies. Alors on sait aujourd'hui, les jeunes ont tous un téléphone. On sait qu'il y a les questions de harcèlement, il y a les questions de pornographie, de revenge porn, etc. qui vont avec. Là aussi, est-ce qu'en tant que délégué général aux droits de l'enfant, vous avez travaillé sur ces matières? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles on peut faire mieux? Oui, donc on a travaillé, on a fait participer à des discussions avec plein d'acteurs du secteur qui travaillent ces questions-là. On a eu des discussions avec les providers, avec Facebook et compagnie pour essayer de voir comment on peut limiter ces phénomènes de harcèlement, de cyberbullying, etc. C'est un vrai sujet, c'est un vrai débat. Je pense que les adultes d'aujourd'hui devraient quand même se souvenir de leurs pratiques relationnelles quand ils avaient le même âge. Moi, je sais que la grande nouveauté quand j'étais gamin, c'était la rallonge du téléphone. On pouvait prendre le téléphone et sortir de la pièce, on n'était plus obligé, mais le téléphone était occupé matin, midi et soir. Dès que je rentrais à la maison, si j'aurais eu le même outil technologique, j'aurais fait exactement pareil. Donc je pense qu'il faut être mesuré sur la critique qu'on a vis-à-vis des adolescents. Je pense que c'est une pratique relativement courante, classique, qui est encouragée par les nouvelles technologies, etc. Mais, oui, et puis les adultes ont la même problème, les adultes font exactement pareil, moi le premier d'ailleurs. Donc c'est vraiment un sujet extrêmement compliqué. Alors le cyberbullying, finalement, c'est du harcèlement. Hein. C'est la seule chose, c'est qu'effectivement le harcèlement qui avant naissait souvent à l'école, et c'est pas par hasard. Pourquoi est-ce que le harcèlement commence à l'école? Parce que c'est un milieu qui produit de la violence et donc qui demande en retour, entre guillemets, d'autres violences sous d'autres formes. Donc à un moment, cette violence s'arrêtait restait à l'école finalement. Aujourd'hui, effectivement, la grosse difficulté, c'est que cette violence, ce harcèlement va poursuivre les enfants jusque dans leur chambre à coucher, avec des difficultés de pouvoir en parler, de pouvoir de ne pas justement de prendre le risque de surmultiplier le harcèlement en prenant des attitudes qui pourraient être à leur tour être jugées agressives. Donc je pense qu'il y a de plus en plus quand même de prise de conscience de ces phénomènes-là et de gens qui se spécialisent dans l'approche, je veux dire, intelligente de ces questions-là pour ne pas en rajouter et ne pas complexifier encore les situations souvent très douloureuses pour les enfants et les jeunes. Alors, à l'heure où on enregistre l'émission, la personne qui vous succédera, elle n'a pas encore été désignée par le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors, quel regard vous portez sur cette succession qui met beaucoup de temps, qui a déjà été prolongée et surtout, quel message vous auriez envie de glisser à l'oreille de la personne qui vous succédera ? Bon, alors, je n'ai pas envie de m'exprimer trop longuement sur ma succession parce que ça ne me regarde pas. Je peux quand même dire que je regrette évidemment que la politisation, entre guillemets, excessive qui entoure cette nomination, c'est mauvais pour tout le monde, c'est mauvais pour les candidats qui attendent depuis longtemps, c'est mauvais pour mon équipe qui en souffre, c'est mauvais pour la réputation de l'institution qui devient une espèce d'objet de marchandage politique. Je trouve ça moche. Le message, j'ai pas de message. Le premier truc que j'ai envie de dire, c'est que moi, je veux absolument pas faire la belle-mère, quoi. Donc, j'ai dit à tous mes amis les plus proches, si tu vois que je fais la belle-mère, frappe-moi, chasse-moi, dis-moi de faire autre chose, parce que je pense que chacun doit amener sa touche particulière. J'espère évidemment que la personne qui me succédera aura à cœur de maintenir une attention. Moi, vous savez, quand j'ai commencé mon mandat, j'ai dit un truc que j'ai maintenu tout le temps et je le dis encore aujourd'hui.
j'ai dit que j'allais être le délégué général de tous les enfants, mais que j'aurais une attention particulière pour les plus faibles. Et je pense que c'est ça qu'il faut essayer de maintenir. C'est que quand on est délégué général, on doit défendre les intérêts de tous les enfants. Il n'y a pas de raison de faire de ségrégation entre les uns et les autres. Mais il n'y a rien à faire. Certains sont plus en risque, entre guillemets, au niveau de l'exercice de leurs droits que d'autres. Et ceux-là, il faut avoir un œil attentif, parce que ce sont ceux qui demandent le moins souvent de l'aide, qui ne demandent pas d'attention, qui ne demandent pas de soutien, mais qui souffrent parfois en silence, dans des situations indignes d'un État démocratique, et qu'il faut pouvoir accompagner le mieux possible. Justement, les plus faibles, vous les défendrez notamment à 2 occasions. Alors, je sais que vous participez à un procès fictif au Festival des Libertés, oui, où vous serez un des avocats de ces enfants placés. Donc, il y aura toute la question du placement des enfants qu'on n'a pas abordé ici, mais qui est évidemment un enjeu crucial également. Vous serez aussi au débat qui sera organisé dans le cadre de la projection du reportage de Piers Scontbrough, donc notre collègue, reportage Tout va s'arranger ou pas, qui traite de la santé mentale des jeunes. Ça, ce sera le 11 octobre à la Vénerie à Watermal-Boisfort. Et donc, évidemment, ces dossiers, on sait qu'ils vous tiendront toujours à cœur, et on vous invite à vous renseigner pour ce procès, donc dans le cadre du Festival de Liberté et dans le cadre aussi de ce reportage sur la santé mentale des jeunes. Bernard DeVos, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Et bonne continuation. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis, et une belle soirée à tous.